La prochaine génération de marché, la prochaine génération de titres sera la tokenisation. Alors ça, ce n'est pas une prédiction lancée au hasard. Ce sont les mots très pesés de Larry Fink, le PDG de BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs de la planète quand même. Et quand le dirigeant d'une institution qui pèse plus de 10 000 milliards de dollars dessine l'avenir de la finance, en général, on a tendance à se pencher pour écouter. C'est clair, on n'est plus dans la science-fiction. Pas du tout. Surtout que les chiffres qui accompagnent cette vision y donnent le vertige. Le marché de la tokenisation, qui est tout juste naissant aujourd'hui, pourrait peser 30 000 milliards de dollars d'ici 2030. 30 000 milliards, pour se rendre compte, c'est bien plus que le PIB actuel des États-Unis. Exactement. On parle d'une multiplication par 150 en à peine 5 ans. Là, ce n'est plus une tendance. C'est un tsunami financier qui se prépare. Un tsunami qui promet de tout changer dans notre façon de posséder les choses, de l'appartement dans lequel on vit à une œuvre d'art en passant par des actions d'entreprise. L'idée même de titre de propriété est en train d'être complètement réinventée. Et c'est justement l'objet de notre analyse aujourd'hui. On va décortiquer cette révolution ensemble. On va d'abord essayer de comprendre le mécanisme. Comment concrètement on transforme un immeuble en un simple jeton numérique. Ensuite, on explorera la promesse qui excite tant les géants de la finance. On parlera de démocratisation de l'investissement, de liquidité quasi instantanée et d'une efficacité redoutable. Mais on va aussi et surtout regarder ce qui se cache un peu derrière le discours marketing. Parce que la technologie est jeune et les risques sont à la hauteur des promesses. On parlera du maillon faible de toute cette chaîne, des illusions de liquidité et des pièges réglementaires. Oui, il faut séparer la promesse de la réalité. Exactement. Et pour finir, on verra comment cette technologie s'aventure déjà dans des domaines assez surprenants. On ne parle pas que d'immobilier, mais aussi de bouteilles de vin de grand cru, ou même des droits musicaux de nos chansons préférées. C'est parti pour une exploration en profondeur de la tokenisation. Alors commençons par la base. La tokenisation, comment ça marche? L'idée centrale, c'est de créer une sorte de jumeau numérique, un token, pour un actif du monde réel. Ce qu'on appelle en anglais un Real World Asset, ou RWA. Un jumeau numérique, le terme est assez parlant, c'est vrai, mais qu'est-ce que c'est concrètement? Une simple ligne de code? Un contrat légal qu'on a scanné? Quand je détiens ce fameux token, qu'est-ce que je possède vraiment en fait? C'est la question essentielle. Ce token, c'est un certificat enfin, une sorte de titre de propriété numérique. Il est enregistré sur une blockchain, ce qui le rend, en théorie, infalsifiable et transparent. D'accord. Pour rendre ça très concret, imaginons un immeuble de bureau à La Défense qui vaut, disons, 50 millions d'euros. Au lieu qu'un seul fonds d'investissement le possède, on peut le tokeniser en 500 000 parts numériques, donc 500 000 tokens qui valent chacun 100 euros. Ah oui, donc si je comprends bien, ça veut dire qu'avec mes 100 euros, je peux devenir copropriétaire d'une tour à La Défense et toucher ma part des loyers, aussi petite soit-elle. C'est ça, C'est le principe de la fragmentation. exactement. Et ce qui rend tout ça possible, c'est la technologie des smart contracts, les contrats intelligents. Mhm. Ce sont des programmes qui s'exécutent tout seuls sur la blockchain. Par exemple, le smart contract peut être programmé pour que, chaque mois, les loyers perçus soient automatiquement distribués à tous les portefeuilles numériques qui détiennent des tokens de l'immeuble, Au prorata de leur part, j'imagine. au prorata de leur part. L'avantage, c'est qu'on se passe de pas mal d'intermédiaires, hein. Plus besoin d'un gestionnaire pour calculer et envoyer les virements à la main. Tout est automatisé. Mais ça me semble aussi être une source de risque énorme. Je veux dire, un contrat traditionnel, s'il est mal rédigé, un juge peut l'interpréter. Un smart contrat, s'il a une seule ligne de code défaillante, il peut exécuter une erreur de façon irréversible et vider les comptes de tout le monde en une seconde. C'est un point absolument crucial. L'automatisation, c'est efficace, mais c'est aussi impitoyable. La sécurité du code est la pierre angulaire de la confiance. Et il y a un autre défi technique. La blockchain, c'est un monde numérique fermé. Comment le smart contract sait que les loyers ont bien été encaissés dans le monde réel? Il lui faut des yeux et des oreilles sur le monde physique en quelque sorte. C'est exactement ça. Et ce rôle, il est joué par ce qu'on appelle les oracles. Le plus connu, c'est Chainlink. Ce sont des services qui font le pont, de manière sécurisée, en injectant des données du monde réel. Le montant des loyers, la valeur d'un bien. Voilà, le cours de l'or, tout ça dans la blockchain pour que les smart contracts puissent fonctionner sur la base d'infos fiables. C'est un pont technologique, mais comme tout pont, il doit être solide. D'accord, donc on a ce jumeau numérique sur la blockchain qui est régi par des contrats automatisés et informé par des oracles. C'est une prouesse technique, c'est certain, mais
Est-ce que ça reste un gadget pour technophiles ou est-ce qu'il y a une vraie raison pour que des géants comme BlackRock y voient une transformation à plusieurs milliers de milliards? Ah, il y a bien une raison, ou plutôt quatre, qui forment une véritable révolution potentielle. La première, la plus évidente, c'est l'accessibilité. On fait exploser les barrières à l'entrée. Mhm. Des classes d'actifs comme l'immobilier commercial, l'art de collection, le capital investissement, qui exigeaient des tickets d'entrée à 6, 7, 8 chiffres, deviennent accessibles pour quelques centaines d'euros. En théorie, oui. Mais en pratique, est-ce que monsieur et madame tout le monde ont vraiment la compétence pour évaluer un projet immobilier tokenisé à Dubaï, émis par une société offshore? On démocratise l'accès, c'est vrai, mais on démocratise aussi le risque. Et peut-être même l'accès à des arnaques très sophistiquées qui se cachent derrière une technologie complexe. C'est fondamental, on y reviendra. Le deuxième avantage, c'est la liquidité. Et ça change réellement les choses. Aujourd'hui, la valeur de votre patrimoine immobilier est prisonnière de votre bien. Vous ne pouvez pas utiliser 10% de la valeur de votre appartement pour financer un projet sans passer par un prêt complexe, coûteux. C'est la fin du capital otage de la brique et du mortier, en somme. Précisément, vous pourriez vendre 5% de votre bien en 10 minutes un dimanche soir pour saisir une autre opportunité. Troisième point, la transparence. Chaque transaction est gravée dans le marbre de la blockchain. On peut suivre l'historique complet d'un token, savoir qui l'a possédé, à quel prix. Alors oui, la blockchain est transparente, on est d'accord. On peut voir le token bouger d'un portefeuille à l'autre. Mais le lien entre ce token et l'actif réel, lui, est souvent totalement opaque. La transparence sur la chaîne de blocs ne garantit en rien la transparence en dehors. On sait qui possède le token, mais on ne sait pas toujours ce qu'il y a vraiment dans le coffre-fort. C'est ça. C'est le fameux risque de contrepartie, le talon d'Achille de tout le système. On va y consacrer une partie entière. Enfin, le quatrième avantage, c'est celui qui fait briller les yeux des financiers, l'efficacité et la programmabilité. Mhm. En réduisant les intermédiaires, on réduit les coûts et les délais de manière drastique. Mais le plus fascinant, je trouve, c'est la programmabilité. C'est-à-dire qu'on peut intégrer des règles complexes directement dans l'actif lui-même. Exactement. Imaginez un fondateur de start-up. Il veut lever des fonds, mais sans perdre le contrôle. Il peut émettre des tokens qui donnent droit à une part des futurs bénéfices, mais sans accorder le droit de vote aux assemblées générales. Ce qui est intéressant pour tout le monde. L'investisseur obtient l'exposition financière qu'il recherche et l'entrepreneur, lui, garde les rênes. On peut imaginer des tokens immobiliers qui ne versent des loyers que si le taux d'occupation dépasse 90%. Ou des tokens d'actions qui s'autodétruisent si l'entreprise ne respecte pas certains critères écologiques. Le niveau de personnalisation est infini. Le tableau semble presque trop beau pour être vrai, et c'est souvent le cas quand une nouvelle technologie émerge. Il est temps de passer de l'autre côté du miroir et d'analyser la distance entre cette promesse et la réalité. Oui, parce que le risque le plus important finalement, il n'est pas technologique, il est humain. C'est le risque de la contrepartie. Exactement. C'est bien beau d'avoir un token infalsifiable qui prétend représenter une part d'un lingot d'or, mais qu'est-ce qui me garantit que l'entreprise qui a émis ce token détient vraiment ce lingot d'or dans un coffre-fort quelque part? Vous mettez le doigt sur le paradoxe fondamental de la tokenisation des actifs réels. On utilise une technologie décentralisée, la blockchain, pour représenter un actif qui, par nature, est centralisé et contrôlé par une seule entité. Et la solidité du pont entre le monde numérique et le monde physique dépend entièrement de la fiabilité de cette entité. C'est toute l'ironie du système. On remplace la confiance qu'on plaçait dans des banques, qui sont très régulées, par une confiance aveugle en une start-up, parfois basée dans une juridiction un peu exotique. Est-ce que c'est vraiment un progrès en termes de sécurité pour l'investisseur? C'est toute la question. C'est pour ça qu'il est vital de comprendre ce qu'on achète légalement. Souvent, on n'achète pas une part directe de l'actif. Non. Il y a deux montages principaux. Soit on achète un droit économique sur une partie de la réserve de l'entreprise, son stock d'or par exemple. Soit, cas très fréquent dans l'immobilier, on achète des parts de l'entreprise qui, elle, est propriétaire de l'immeuble. Et dans les deux cas, si l'entreprise fait faillite, votre token peut ne plus rien valoir, même si l'immeuble est toujours là, debout. C'est ça. La crédibilité, la régulation, la localisation de l'émetteur sont bien plus importantes que la technologie blockchain utilisée. Un token émis par BlackRock et audité par un grand cabinet, ça n'a absolument rien à voir avec un token émis par une structure inconnue. Et au-delà de ce risque existentiel, il y a aussi l'illusion de la liquidité. Oui, le marché est ouvert 24/7, mais ça ne veut pas dire qu'il y a toujours un acheteur en face. Pour des actifs très connus comme l'or ou les actions du CAC 40, il y aura toujours un marché.
Mais pour un immeuble de bureau tokenisé à Lisbonne ou une collection de montres de luxe, le marché peut être très, très mince. Ce qui signifie que si on détient 30% d'un projet et qu'on veut vendre en urgence, on risque de devoir brader ces tokens et de faire chuter le prix pour trouver preneur. La liquidité théorique ne garantit pas la liquidité pratique. C'est un des pièges. Et ajoutons à ça le cadre réglementaire qui est un véritable Far West. Chaque pays avance à son rythme. L'Europe a commencé à poser des bases avec la loi MiCA, mais aux États-Unis, la SEC hésite encore. C'est très flou. Et cette incertitude juridique, c'est un frein majeur. Pour illustrer à quel point cet écosystème est volatile, le crash du token Montra, OM, est une vraie leçon d'humilité. Ah oui, c'était pourtant un projet présenté comme un des porte-étendards de la tokenisation des actifs réels. Exactement. Il a eu une capitalisation boursière qui a dépassé les 5 milliards de dollars, portée par cette promesse de connecter finance tradie et blockchain, et en une seule nuit, il a perdu 92% de sa valeur. 92%. Des milliards évaporés. Ça montre que même les projets les plus en vue ne sont pas à l'abri. La prudence n'est pas une option, c'est une nécessité. C'est clair. Malgré ces risques, le champ des possibles est immense, et pour vraiment saisir, il faut sortir de l'immobilier ou des actions. C'est là que la tokenisation devient, je trouve, vraiment fascinante. Prenons l'exemple du vin. Une caisse de Grand Cru peut valoir 50 000 euros. C'est un actif, mais il est totalement illiquide, coûteux à stocker dans des conditions parfaites, à assurer. C'est un vrai casse-tête logistique. Avec la tokenisation, une société spécialisée peut acquérir cette caisse, la conserver dans une cave sécurisée, climatisée, l'assurer, et émettre 500 tokens de 100 € chacun. Et soudain, des centaines de personnes peuvent investir et spéculer sur la valeur de ce vin sans jamais avoir à se soucier de la température de leur cave ou du transport. On transforme un objet de collection physique en un actif financier numérique facilement échangeable. C'est la même logique qui s'applique aux montres de luxe, aux voitures de collection, aux œuvres d'art. Et ça va même encore plus loin. Parlons musique. Vous aimez une chanson? Imaginez pouvoir en posséder une fraction. Des plateformes permettent aujourd'hui aux artistes de tokeniser leurs droits d'auteur futurs. C'est-à-dire, En achetant un token, vous achetez le droit de toucher une part infime des revenus générés par cette chanson, à chaque fois qu'elle est écoutée sur Spotify ou qu'elle passe à la radio. c'est une nouvelle façon pour les artistes de se financer directement auprès de leurs fans, sans passer par les grandes maisons de disques, Et pour les fans, c'est une manière de parier sur le succès de leurs artistes préférés. et de partager leurs revenus. On crée un lien économique direct entre le créateur et sa communauté. Des obligations d'État à l'art en passant par les droits musicaux, vers quoi l'intérêt se porterait-il le plus? L'aspect tangible et rassurant de l'immobilier, le prestige d'une œuvre d'art, ou le potentiel d'un actif immatériel comme une chanson? C'est une bonne question à se poser. Ça révèle nos propres biais d'investisseurs. Si on devait synthétiser notre discussion, on pourrait vraiment voir la tokenisation comme ce fameux pont. Ce pont technologique qui connecte les actifs du monde physique, avec leur lenteur, leurs contraintes, à l'efficacité et la vitesse du monde numérique de la blockchain. Sa promesse, c'est celle d'une démocratisation financière puissante. Rendre l'investissement plus accessible, plus liquide et moins cher pour tout le monde, en ouvrant des marchés qui étaient autrefois cadenassés et réservés à une élite. Mais on a vu que cette promesse est indissociable de risques nouveaux et complexes. Le risque central, on l'a dit, c'est celui de la contrepartie, l'entreprise qui détient l'actif réel. La nécessité de bien comprendre ce que l'on achète légalement au-delà du marketing est fondamentale. La technologie est fascinante, oui, mais elle ne supprime pas les risques fondamentaux de l'investissement. Elle les transforme. La clé, comme toujours, c'est de se renseigner, de rester critique et de ne jamais oublier que derrière chaque token, il doit y avoir un actif réel et une structure juridique solide. En conclusion, la question n'est plus de savoir si la tokenisation va se généraliser. Les plus grandes institutions financières du monde y investissent déjà des milliards. Non, la question c'est comment et à quelle vitesse. Exactement. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas une nouvelle classe d'actifs. C'est une nouvelle infrastructure, une nouvelle tuyauterie pour les actifs que l'on connaît déjà. Ce qui laisse une question plus profonde en suspens finalement. Est-ce que ce pont entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée va réellement créer un système plus juste et plus efficace pour le plus grand nombre? Ou est-ce qu'on assistera simplement à une version numérique, plus rapide et plus opaque, des anciennes structures de pouvoir? L'avenir nous le dira. La question qui reste, c'est peut-être celle-ci. Si chaque actif de notre monde, de nos maisons à nos forêts, peut être instantanément fragmenté et échangé,
Est-ce que cela ne nous poussera pas à voir le monde entier non plus comme un lieu de vie, mais simplement comme une collection d'actifs financiers à optimiser? C'est une réflexion qui dépasse la simple technologie. Si cette analyse vous a plu, abonnez-vous à Esprit Finance, likez la vidéo et laissez un commentaire, ça aide beaucoup la chaîne à se développer, et activez la cloche pour ne pas rater le prochain épisode. À très vite.